heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à FM Télévision. Bonsoir et bienvenue. D'abord le sommaire. La ville de Mbandaka a vécu sous la tension des accrochages entre les étudiants et la police. Un étudiant a été tué par balle lors de cette manifestation contre la majoration des frais académiques à l'ITER. Les membres de la task force présidentielle relâchés par la milice Codeco ont été transférés à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Toutes les provinces de la RDC seront concernées dans les processus électoraux. Le Premier ministre en séjour à Goma a rassuré la presse sur les dispositions prises par le gouvernement quant à ceux. Le Premier ministre a échangé ce mardi avec la presse dans la ville de Goma. Jean-Michel Samaloukonde a abordé plusieurs points, entre autres le processus électoral dans les différentes provinces de la RDC. Suivez. Arrivé hier à Goma, le Premier ministre et toute sa délégation ont échangé avec les autorités militaires, les députés nationaux et provinciaux, les chefs coutumiers, les responsables de la société civile ainsi que les forces vives de cette province. Face à la presse ce mardi, le Premier ministre a fait part de ces différents échanges. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a précisé que le gouvernement va mettre en place toutes les dispositions pour que toutes les provinces du pays soient concernées dans le processus électoral. Premièrement, toute notre détermination sur l'organisation des élections, ça reste un défi. Et certes, étant donné que ces opérations ont déjà commencé, on parle déjà de cartographie, et plus loin, on va aller sur l'enrôlement des électeurs. Et donc, bien sûr qu'il est souhaitable que nous ayons une partie de la République qui soit plus pacifiée pour que ces opérations puissent se faire et que ces deux provinces soient prises en compte dans le cadre des élections. À ce stade, nous n'envisageons pas d'élections sans ces deux provinces. Cette délégation gouvernementale partie pour l'évaluation de l'état des sièges va également se rendre compte des différents projets d'infrastructure initiés dans cette partie de la RDC. Et bien avant ces échanges du Premier ministre avec la presse, le porte-parole du gouvernement, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a fait le compte-rendu des différentes rencontres de la délégation gouvernementale au Nord Kivu. Selon le porte-parole du gouvernement, l'objectif de cette descente, c'est l'évaluation de l'état de siège afin d'instaurer la paix dans la partie est du pays. Suivez cet extrait choisi par Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Vous savez d'abord que cette réunion, cette visite du Premier ministre dans le Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état de siège et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous devions de faire le point de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de 3 heures de réunion où nous avons passé au crible toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel. Nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège. Et demain, le Premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population, parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore là où il y a nécessité d'améliorer, dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Parlons procès 100 jours, l'annulation par la Cour des cassations de l'arrêt condamnant Vital Kamerhe à 13 ans des travaux forcés est un motif de satisfaction pour les avocats du président de l'UNC. Ces derniers restent rassurants et confiants que cette fois-ci, la justice va statuer sur le fond de ce dossier. Suivez. Comme l'a dit Maître Fataki, l'arrêt qui avait condamné le président Kamerhe à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du Code des procédures pénales. Et vous savez, le juge de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on a cassé avec renvoi et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec
les autres membres de la proposition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti et fixée par décret la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire que, au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette Cour de pouvoir acquitter notre président puisqu'il est totalement innocent sur base des différents éléments. Et dans le même ordre d'idées, le secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie, Augustin Bissimois, trouve que c'est le début de l'acquittement de Vital Kamerhe car ce procès n'était que du théâtre. Suivez sa réaction au micro d'Esther Siamoueni et Absalom Koubelano. Nous avons appris tous qu'on a pu casser, n'est-ce pas, ces jugements. Ça veut dire que les compteurs, n'est-ce pas, est remis à zéro. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la leçon que cela nous donne, mais nous avons l'impression qu'en réalité, le procès 100 jours était un procès évidemment de théâtre qu'on avait offert au peuple congolais. On a vu que les DG de l'OVD, celui de l'Office des routes, tous avaient été arrêtés et après libérés. Et donc, tout ce qui avait été arrêté pour les procès 100 jours, en tout cas, jusque-là, tous sont libres. Et le tout dernier, c'était Vital Kamerhe. Il est aussi maintenant là, libre des mouvements. Et donc, qu'est-ce que nous notons dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'y avait pas vol d'argent? Si oui, quel est le vrai voleur? L'état de droit a été dénaturé, encore une fois, parce qu'au début, ceux de Tshisekedi se disaient, on a même arrêté son état de cabinet. Au moins, ça augurait de l'espoir. Nous sommes au niveau où M. Tshisekedi n'a pas de bilan à présenter aux élections et il est en train de se dire, écoutez, j'ai été au centre vers le Kasaï, on lui a dit la vérité qu'on ne votera pas pour lui. Alors ici à Kinshasa, à l'ouest, vous sentez en réalité qu'il est en train de perdre la plate couture. Alors il s'est apaisanti sur Bahati Lukwebo, il se rend compte que ça ne marche pas. Alors c'est comme ça qu'il réfléchit sur comment avoir quelqu'un de l'Est, de calibre de Vital Kamerhe. Vive tension ce mardi à Mbandaka. Les étudiants de l'Institut supérieur technique médical sont descendus dans la rue pour manifester leur colère contre la majoration des frais académiques. Cette manifestation sévèrement réprimée par la police a occasionné la mort d'un étudiant par balle, chose qui a suscité un soulèvement entre la police et les étudiants. Le bilan des approchages fait état des dégâts matériels importants dans la maison communale de Wangata qui a été incendiée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ils ne sont plus en captivité par des miliciens Codeco. Les membres de la task force présidentielle dont Thomas Lubanga ont recouvré leur liberté ce mardi sous une forte émotion. Mais une question se pose, s'agit-il d'une libération ou une évasion? On en parle avec Patrick Ngour. Cette scène de liesse est l'expression de la joie qui a habité les autorités sécuritaires, mais surtout la population régionale, de voir les membres de cette task force présidentielle très loin de l'emprise de la milice de la coopérative pour le développement au Congo, Codeco. Pour Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force, cette libération est attribuée à la bravoure de l'armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Thomas Lubanga s'est échappé des mains de ses miliciens au même moment que son adjoint Floribert Ndiabou ainsi que les colonels Lobo Kamwanda et Lobo Pochi. Seulement, l'incertitude plane sur un aspect. Alors que Thomas Lubanga parle d'une libération, l'armée évoque, elle, une attaque qu'elle aurait menée qui a poussé les rebelles à les lâcher
pendant que d'autres sources renseignent que c'est la Codeco qui les a libérés en bonne et due forme. Actuellement, tous ces membres de la task force présidentielle pris en otage depuis près de 2 mois sont transférés à Kinshasa pour des raisons de sécurité. On reste dans la province de l'Ituri où 13 personnes ont été tuées dans une attaque ce lundi attribuée aux rebelles ougandais des ADF. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, déplore ces faits, renseigne aussi que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Je vous propose de suivre le président de la Chambre basse du Parlement. J'ai une triste nouvelle à vous communiquer. Le village de notre collègue Aoussé a été attaqué ce lundi à 5 h du matin par des rebelles ADF en territoire du Roumou, chefferie de Walikale. À peu près 13 personnes tuées, 38 maisons incendiées, le reste de la population est en débandade. Voilà, je voulais vous donner cette information parce qu'il s'agit d'une situation triste. Nous espérons que notre armée prendra toutes les dispositions pour éradiquer ces voyous, ces criminels qui continuent à tuer nos populations. Dépôt ce mardi du rapport annuel de la CENI à l'Assemblée nationale, le président de cette institution d'appui à la démocratie qui a déposé ces documents a fait savoir qu'il s'agit d'une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Suivez Denis Kadima au micro de Fifi Kalombwe. Nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et en fait, si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment, le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité, et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. À la population, c'est ce que j'ai dit, je les encourage, j'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Bientôt, là, nous allons commencer l'inscription des électeurs. Il faudra... Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le FCC, resté fidèle à Joseph Kabila, se dit non concerné et ne présentera aucun candidat à ce scrutin, annonce faite hier lundi par le président de la cellule de crise de cette plateforme politique, Raymond Tchibanda. Suivez.
À quelques semaines de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 des 26 provinces de la RDC, soit le 6 mai prochain, le Front commun pour le Congo se dit ne pas être concerné par ces élections. À travers un message rendu public par le président de la cellule des crises du FCC, Raymond Chibanda, la plateforme qui soutient Joseph Kabila a demandé aux députés provinciaux de son regroupement politique de boycotter les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Cet appel au boycott lance les débats dans l'opinion, étant donné que la majorité des députés provinciaux assument leur appartenance à l'ancienne famille politique présidentielle. Et ce, depuis le basculement de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en 2020 et la mise en place de l'Union sacrée de la nation. Nul n'est sans savoir que la majorité des élus provinciaux ont fait leur adhésion au sein de l'Union sacrée. Selon la raison poussée par le président de la cellule des crises, ces élections n'inspirent aucune confiance étant donné qu'elles sont supervisées par l'Union sacrée de la nation. Le FCC ne tergiverse pas, selon le président de la cellule des crises, Raymond Chibanda. Voter pour l'un ou l'autre des candidats en lice, c'est cautionner la forfaiture opérée à coup de corruption, de menaces et d'intimidation qui ont permis les basculements en plein mandat de la majorité dans la plupart des assemblées provinciales et de l'échéance irrégulière de certains gouverneurs de province. Raymond Chibanda a invité tous les députés provinciaux appartenant au FCC de ne pas participer à ces élections. Les Congolais devront débourser un peu plus d'argent pour se procurer du pain le matin. Celui de 500 francs se vend à 750 francs congolais à ce jour et celui de 300 francs à 500 francs. Les calvaires des vendeurs au micro de Monica Makaba et Plamedi Tondo. Les vendeuses à Kinshasa constatent avec peine l'augmentation du prix de cette denrée qui passe de 300 francs à 500 francs congolais et d'autres de 500 à 700 francs congolais. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, les prix ne font qu'augmenter au jour le jour. Ces femmes vendeuses ont été surpris de cette augmentation qui a visiblement déstabilisé leur vente actuelle. C'est la farine qui a augmenté des prix. Elle était à 60 000, aujourd'hui elle coûte plus de 100 000 francs. Les gens ne préfèrent plus consommer du pain, elles prennent du riz à la place. Le pain de 300 francs coûte maintenant 500 francs avec une petite augmentation de grammage. Et le petit rectangle de 500 francs revient à 750 francs. Comment allons-nous faire avec les enfants qui sont déjà habitués de consommer le pain de 200 francs? Sans surprise, cette problématique a automatiquement impacté sur la vente actuellement très lourde, comme l'explique cette vendeuse qui a enregistré d'énormes pertes. Regardez mes pains, j'ai connu d'énormes pertes. Ces petits pains se vendent à 500 francs et l'autre à 200 francs. Il y a des familles nombreuses, il n'y a pas de bonne vente. Ça, ce sont des pains que je dois jeter. Avec toute cette perte d'argent, est-ce que je pourrais faire face à cette situation? Cette situation, due notamment à l'invasion russe en Ukraine, principale exportatrice du blé, interpelle les autorités à changer de fusil d'épaule, par exemple à mise sur la production locale, estiment des économistes. Société toujours, la population du quartier Mopoulou dans la commune de Makala est victime d'une insécurité grandissante opérée par des bandits en main armée communément appelés Koulouna. Ces derniers opèrent même pendant la journée pour troubler la quiétude des paisibles citoyens. Suivez des précisions dans ce reportage. Cette insécurité est devenue épidémique. On retrouve les brigands camouflés dans tous les coins de la commune, munis d'armes blanches, soit pour ôter la vie à la population ou de ses biens. Les habitants de ce coin déversent leur amertume à nos micros. Ici, chez nous, rien ne va. Je pourrais dire premièrement, les bandits urbains, les tracasseries dans la commune de Makala nous embêtent ici. Les policiers qu'on nous a emmenés ne font rien. En tout cas, tout ça a un problème sérieux. En tout cas, nous avons un grand problème. Les policiers ne cessent de s'en prendre à la population. Impossible de se promener à partir de 18h. 17h, 18h, na ba kwenyoso, ba policier bazoya, ba okanga n'importe qui. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Pour cette raison, la population tire la sonnette d'alarme.
En tout cas, vraiment, lorsque la pluie menace, il y a une chaîne de bandits qui se promènent avec des armes blanches et des policiers ne font rien. Les bandits urbains sont en complicité avec les policiers, mais c'est Kassongo. Prenez vos responsabilités. C'est depuis des lustres que dit ce phénomène. Ça ne va pas. Tout récemment, les autorités sécuritaires ont demandé aux bandits urbains d'aller se dénoncer eux-mêmes à la police avant qu'ils ne puissent utiliser la force. En sport, la Fédération congolaise de football association a reconduit le technicien argentin Hector Cooper à la tête de l'équipe nationale congolaise après son échec aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette décision est saluée par plus d'un, dont Junior Bompema, analyste sportif, qui dresse tout de même un bilan négatif à la tête de l'équipe nationale. Il est au micro de Lionel Ngolo. S'agissant du bilan, après l'élimination des Léopards de la RDC du mondial, de la phase finale du mondial Qatar 2022, on ne peut pas parler d'un bilan positif ni mitigé du sélectionneur national de la RDC, parce que l'objectif premier et principal dans cette campagne, c'était la qualification mondiale et rien d'autre. Il n'a pas pu atteindre cet objectif, il n'a pas pu donner à la RDC la qualification mondiale, donc on peut pas. Aucunement, on peut parler d'un bilan mitigé, c'est plutôt un bilan négatif, l'objectif n'étant pas atteint par le sélectionneur national qui avait signé un contrat de 2 ans avec comme principal axe la qualification de la RDC au mondial et bien sûr voir dans quelle mesure nous qualifier aussi pour la prochaine CAN. Malgré les bilans négatifs d'Hector Cooper, comme vous le dites, la FECOFA a décidé de reconduire le sélectionneur national. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à la pensée de la FECOFA de le reconduire, je trouve ça plutôt bonne, dans la mesure où nous avons toujours eu un problème, même lui, Raoul, Hector Cooper a connu ce même problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un entraîneur échoue dans sa mission, il est limogé, il y a un nouvel entraîneur qui vient avec avec une nouvelle philosophie, avec un nouveau staff. Et il faudrait refaire les états d'esprit de certains joueurs, il faut reconstituer l'équipe. C'est justement ce qui a posé problème, je pense, même à Raoul Hector Cooper. Quand on le reconduit, c'est justement pour parfaire cette philosophie qu'il a commencé avec le Léopard de la RDC, c'est pour poursuivre le travail qu'il a initié à la tête de la sélection nationale. Sport toujours, clôture hier lundi du championnat d'Afrique de boxe zone 3 au stade Maman Nguebi avec une mention spéciale pour la RDC qui a remporté 38 médailles dont 13 en or dans une cérémonie riche organisée en présence du ministre des Sports et Loisirs Serge Condé. Lionel Ngolo nous en parle. C'est en présence du ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, j'ai cité que le championnat d'Afrique de boxe zone 3 a fermé ses portes avec une ultra mention pour la RDC pays organisateur qui a raflé 38 médailles dont 13 en or. C'est ce qui explique la fierté du patron des sports congolais. Et c'est une fierté pour nous de voir que le championnat africain de boxe zone 3 a été une réussite. Parmi les médaillés d'or de la RDC dans cette compétition du championnat d'Afrique figure Marcela Makobi, vainqueur de sa compatriote Moussamba Marie, qui pense qu'à son mérite, au fruit d'une bonne préparation. Je mérite d'avoir une médaille d'or parce que je préparé pour avoir cette médaille. Autre satisfaction côté léopard de la RDC, David Chama, vainqueur de son compatriote Kalala Boulaba dans la catégorie 75 kg. Je savais que j'avais un morceau dur, alors je devrais aussi fournir tant d'efforts pour arriver à les vaincre. Une des victoires très contestée par le public, c'est celle accordée au Camerounais Photo chez les 80 kg. Le boxeur congolais ne se remet pas après la décision du jury et en même temps, la table de jury est farcie de gens réclamant la victoire du boxeur congolais. Après négociation, rien ne changera, la victoire restera camerounaise. Le fair play oblige, le Congolais finira par accepter sa défaite selon la décision des juges. Rappelons que ce championnat d'Afrique zone 3 a connu la part Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement cette édition du journal, je vous propose le rappel des titres.
La ville de Mbandaka a vécu sous la tension des accrochages entre les étudiants et la police. Un étudiant a été tué par balle lors de cette manifestation contre la majoration des frais académiques à l'ISDR. Les membres de la task force présidentielle relâchés par la milice Codeco ont été transférés à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Toutes les provinces de la RDC seront concernées dans les processus électoraux. Le Premier ministre en séjour à Goma a rassuré la presse sur les dispositions prises par le gouvernement quant à ce. Cette édition du journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis.